Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Pour aujourd'hui, nous parlons du mois du consommé local. Pourquoi privilégier les produits locaux? C'est toute la dimension de notre magazine Le Consommateur d'aujourd'hui. Si vous êtes confortablement installé, vous faites bien. On y est? On y va. La Covid-19, la guerre en Ukraine, ces deux phénomènes ont malheureusement un impact impressionnant d'un point de vue mondial et jusque dans nos assiettes. Mais cela s'explique d'un point de vue économique. Nous sommes déjà dans la structure Sika Finance et nous avons choisi de venir à la rencontre d'un économiste pour qu'il nous explique ce phénomène qui, ma foi, est mondial. Docteur Ponou, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonsoir madame et bienvenue à Sika Finance. Merci. Merci en tout cas de nous recevoir. Quelles ont été les réelles conséquences, par exemple, de la Covid sur l'économie mondiale, sur l'économie donc forcément africaine et sur l'économie ivoirienne? Pour parler de la Covid, on peut regarder l'impact sur plusieurs plans. Comme ici, on veut faire allusion aux conséquences sur le coût des aliments. Donc on va ici dire que la Covid, en provoquant une chute drastique de la production des biens et services dans le monde et également en Afrique, n'est-ce pas, a aussi entraîné une désorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Personne ne pouvait travailler. À partir du moment où vous êtes confiné, vous restez chez vous à la maison. Après, ceux qui pouvaient travailler en télétravail l'ont fait, mais tout le monde ne pouvait pas le faire. Voilà. Donc ça a eu un impact sur la production mondiale. Mais on se dit également que l'État a soutenu, dans la majeure partie des pays, l'État a soutenu les populations. Alors, comment l'État soutient les populations? Et puis, si l'économie est arrêtée, d'où vient l'argent de l'État pour soutenir les populations? Ok, merci pour cette question. Il faut dire que, exactement, l'État aussi, comme je l'ai dit tantôt, a aussi été confronté, n'est-ce pas, à une difficulté de mobilisation des recettes fiscales. Donc, il va sans dire que si vous ne pouvez pas, l'activité étant quasiment à l'arrêt, l'État aussi ne pouvait pas mobiliser comme il se devait, n'est-ce pas, les impôts. Donc, on va observer une chute des recettes fiscales. En même temps, on a constaté que les charges ou les dépenses de l'État s'accroissaient, n'est-ce pas, à raison de la pandémie. Parce que vous voyez souvent des gens qui sont infectés par le virus devaient être pris en charge par l'État. Voilà. Donc ceux qui travaillent dans les hôpitaux devaient continuer à être payés. Alors que de l'autre côté, on a des difficultés pour mobiliser les impôts. Donc face à ça, il n'y a pas 2-3 solutions. L'État devait s'endetter. La priorité était vraiment à la relance des États. Donc il fallait prendre toutes les mesures possibles pour que l'activité économique redémarre. Donc les États ont fait ça. Et cela s'est soldé par une croissance à nouveau du PIB mondial en 2021. Alors, PIB mondial, produit intérieur brut. Voilà. Ça veut dire quoi en 2 mots, le produit intérieur brut? Oui, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des biens et services produits, n'est-ce pas, dans le monde au cours de l'année 2021. D'accord. Donc, c'était combien en 2021? Voilà, en 2021. Donc, le PIB mondial a réalisé un bond de 5,1% selon la Banque mondiale. Et donc, puisque la croissance tant souhaitée est enfin là, alors la croissance va encore créer un autre effet pervers dans l'économie. Toutes les mesures prises par les États pour relancer la croissance économique va créer un autre phénomène qui, cette fois-ci, va s'appeler l'inflation. Parce que, comme je vous le disais, les banques centrales ont énormément injecté de l'argent dans l'économie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans la zone euro, ou même que ce soit en Afrique, parce qu'on a vu que les banques centrales africaines ont suivi le mouvement en abaissant systématiquement les taux directeurs. Abaisser les taux directeurs suppose que vous rendrez le crédit moins cher. Donc, si vous rendez le crédit moins cher, cela suppose que vous encouragez l'investissement. Donc, vous savez avec moi que l'investissement, n'est-ce pas, c'est le moteur de la croissance économique. Donc, une fois qu'on a la croissance
et que derrière on commence à avoir l'inflation, donc les États se disent qu'une inflation trop exagérée, c'est mauvais pour l'économie. Vous pouvez nous définir l'inflation? Oui. L'inflation, c'est simplement la hausse généralisée des prix. Alors, comment ça se fait que le fait que l'État puisse injecter de l'argent, comment ça se fait que la conséquence est la hausse des prix? Le rythme des injections de liquidités n'a pas suivi le même rythme de la production des biens et services. Ouais. Je donne souvent des exemples de pays africains où on a des taux d'inflation records de 200%. Les derniers chiffres produits par l'INS en Côte d'Ivoire ont fait sortir une inflation de 6,2% en août. Voilà. Si vous comparez ça à certains pays africains où on a des taux d'inflation de 200%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on injecte énormément d'argent dans l'économie et derrière, la production des biens et services ne suit pas le mouvement. Mais qu'est-ce que la crise en Ukraine a à voir également avec la flambée des prix? Ah ouais, ok, bonne question. La crise en Ukraine est venue, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, s'ajouter, n'est-ce pas, aux efforts que les États faisaient déjà pour éliminer les effets négatifs créés par la Covid. Voilà. Et en fait, la crise en Ukraine va accentuer le phénomène qu'on a commencé déjà à observer dans l'économie à partir de la relance que l'ensemble des États ont fait. Ça veut dire accentuer, n'est-ce pas, la hausse généralisée des prix. Ouais. C'est vrai, l'Ukraine et la Russie ne sont pas deux pays, n'est-ce pas, très importants en termes de poids dans le PIB mondial, mais ce sont deux pays très importants qui exportent, n'est-ce pas, essentiellement les produits de base en général que les pays achètent dans le monde. La Russie, notamment du blé. Voilà. La Russie, par exemple, est le deuxième producteur au monde du pétrole brut. Aussi, je pense, premier producteur de gaz naturel dans le monde. La Russie et l'Ukraine, n'est-ce pas, exportent, si ma mémoire est bonne, près de 75% du blé au niveau mondial. Donc, voilà. Donc quand ces deux pays sont en crise, ça veut dire que potentiellement, elles ne peuvent plus, ou bien le rythme de leurs importations, n'est-ce pas, va s'abaisser. C'est sûr. Voilà. Donc, face à ça, les pays qui continuent de consommer vont avoir des difficultés pour s'approvisionner. Donc, la réaction normale, comme tout à l'heure on a dit, la loi de l'offre et la demande, donc, va susciter une hausse des prix sur les marchés internationaux. Du coup, on comprend aisément la politique de l'État, qui est de plafonner certains prix. Exactement. Pour limiter, par exemple, les denrées de première nécessité, pour limiter, pour encadrer également certains prix. Mais on comprend bien, d'après tout ce que vous nous expliquez, que l'État ne peut pas le faire sur tous les produits. C'est ce que ça veut dire également. Exactement. Et même le fait de plafonner suppose que l'État prend sur lui, n'est-ce pas, de créer encore des coûts budgétaires supplémentaires. Tout à fait, en payant la différence. Voilà. Oui. Ce qu'on appelle les mesures de subvention. Parce que si vous prenez par exemple en Côte d'Ivoire, rien que sur le carburant, les subventions de l'État se sont élevées à 500 milliards sur les 7 premiers mois de l'année 2022. La situation que l'on vit, pour l'instant, on n'est pas encore sorti de cet engrenage-là. L'État fait ce qu'il peut pour assister les populations et maintenir certains produits de grande consommation pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais l'État ne peut pas tout faire non plus. Et la seule et réelle chose à faire, c'est que le consommateur comprenne qu'il doit soutenir la production locale pour que son pouvoir d'achat puisse être suffisant par rapport à sa consommation. Exactement. C'est cela. C'est cela. D'accord. Exactement. D'accord. Exactement. D'où l'intérêt de cette campagne qui commence au mois d'octobre sur le consommer local. Exactement. Et c'est là où le consommateur doit comprendre la portée de ce message-là. Voilà. Donc, il faut créer vraiment une émulation en local pour, n'est-ce pas, amener les gens, n'est-ce pas, à cultiver d'abord ce qu'on consomme localement, n'est-ce pas, avant de s'intéresser, n'est-ce pas, à l'exploitation. D'accord. Voilà. Très bien, en tout cas, je vous remercie en tout cas de nous avoir reçus et puis expliquer de manière aussi simple, aussi claire le phénomène que nous vivons et les différentes options pour supporter cette période, en tout cas. Je vous remercie infiniment. Je le rappelle, docteur Bonou, vous êtes économiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous, de ce pas, on va voir le docteur Coulibaly
Et avec lui, il va nous expliquer un peu justement à partir du mois d'octobre, le consommer local, il va nous expliquer ça en détail. Avec, je pense, vos deux interventions, nous avons une idée précise de ce que l'Ivoirien doit faire dorénavant d'un point de vue consommation de denrées alimentaires. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Alors, l'objectif du mois d'octobre, mois du consommé local, c'est vraiment de mettre en avant la production de nos produits locaux et surtout de crédibiliser nos produits auprès des populations. Et pour ce faire, nous avons rendez-vous avec Monsieur Coulibaly Bema, il est docteur ingénieur en agronomie. Et je vous propose de me suivre parce qu'on y est et on y va. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes docteur Bema Coulibaly. En effet. Et vous êtes docteur ingénieur en agroéconomie. Tout à fait. Alors, nous sommes venus à vous aujourd'hui. Nous aurions souhaité que vous puissiez nous parler du mois du consommé local, qui est le mois d'octobre, et cela pour toute l'UEMOA. En effet, l'UEMOA a, en 2020, décidé de dédier le mois d'octobre à la politique, à la promotion du consommé local. Ceci pour encourager ses États membres à encourager la transformation des produits locaux et également à consommer les produits qui sont faits chez eux. Alors, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, donc on parle de quoi? 14 pays. En effet. On parle de 14 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chacun des pays, il y a une politique nationale pour inciter les consommateurs à utiliser, donc consommer les produits locaux. C'est ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Et chaque pays s'applique justement à mettre en œuvre cette politique. Et la politique est centralisée au niveau donc de la commission de l'UEMOA. C'est une politique qui a donc pour objectif d'améliorer, on va dire, les performances économiques des pays membres. D'accord, mais est-ce à dire qu'il y a également des échanges entre les différents pays de l'UEMOA en fonction de ce qu'ils produisent à profusion? En effet, vous savez, les territoires sont spécialisés. Je prends le cas du Mali et du Burkina Faso, par exemple, par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne produit pas assez de bovins et la Côte d'Ivoire importe des bovins et même des ovins du Burkina Faso. Le Burkina Faso ne produit pas assez d'œufs. Le Burkina Faso importera donc des œufs de la Côte d'Ivoire et vice-versa pour tous les pays. Il y a donc des échanges entre les pays. N'empêche que la consommation locale est encouragée dans chaque pays de sorte à ce qu'un Ivoirien, par exemple, n'aille pas acheter du riz importé alors qu'on a du riz produit en Côte d'Ivoire. Voilà. La priorité devrait être donnée à ce qui est produit dans le pays, de sorte à ce que les revenus qui sont captés de l'achat de ce bien partent à des producteurs locaux, à des intermédiaires locaux, à des opérateurs de transformation locale. Et c'est tout ça qui permet à l'État d'engranger des revenus. C'est tout ça qui permet au système économique, au secteur privé, donc de croître. Alors, vous parlez de consommer local, une politique de l'UEMOA, mais il y a également beaucoup de produits importés. Et on a même le sentiment, vous allez nous dire si on a tort ou pas, que ça pourrait être des produits de meilleure qualité que les produits locaux. Oui, quand vous parlez de qualité, je pense que vous voulez parler de normes. Parce qu'en réalité, la qualité d'un produit, c'est la capacité de ce produit à répondre aux besoins que vous avez. Quand vous avez besoin d'un produit, c'est pour vous alimenter, c'est pour couper votre faim, c'est pour faire quelque chose. C'est cela, la qualité de votre produit. Maintenant, si vous cherchez un produit mieux emballé ou un produit fabriqué dans une usine donnée ou un produit fabriqué en fonction d'un certain nombre d'exigences qui sont édictées par certains organismes de certification, alors là, vous parlez de normes, pas de qualité. Alors, ici, nous avons des produits de qualité. Nous avons des produits de qualité qui ne sont pas importés. La banane braisée est un produit de qualité, elle n'est pas importée. On peut donc manger qualité. Sans importer. Très bien. Alors, la diversité est vaste, hein, parce que quand on dit à l'Ivoirien de consommer local, on parle du vivrier, on parle de quoi d'autre? On parle de tout. On parle de tout parce que il y a des gens qui mangent de la banane dessert importée en Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire est un grand producteur de bananes dessert. On mange des oranges importées,
Alors qu'on consomme, on a des oranges sur le terrain, dans nos contrées, on mange le pain. Mais en réalité, est-ce que nous sommes obligés de manger le pain? Est-ce que nous sommes obligés? Nous pouvons manger les galettes, nous pouvons manger le placali, nous pouvons manger la tiéké en petit déjeuner, la banane braisée, l'igname braisé. Nous en avons à profusion à tous les coins des rues. Mais pourquoi le pain? Est-ce que si aujourd'hui on n'a pas de pain, est-ce que nous mourrons de faim? Vous voulez qu'il y ait une adaptation totale? Ben, c'est à cela qu'il faut arriver. Parce qu'en réalité, nos grands-parents ne connaissaient pas le pain. Et les produits un peu transformés, du genre, au lieu que ce soit de la farine de blé, on sait très bien qu'on importe beaucoup de blé, ça pourrait être peut-être de la farine de maïs, farine de manioc, ça également, vous serez pour ce genre d'alternative? Bien d'accord, parce que j'ai suivi qu'il y a certains pays africains, je ne sais pas le niveau d'engagement de la Côte d'Ivoire, mais il y a dans certains pays africains des initiatives de valorisation des farines de manioc et puis d'autres céréales pour justement commencer à faire du pain avec un certain taux de remplacement de la farine de blé, de sorte à ce que nous puissions aussi valoriser les céréales que nous produisons. Donc ça veut dire que l'Ivoirien doit s'adapter et puis consommer les produits locaux, se tourner vers la production locale. Mais est-ce que en Côte d'Ivoire ici, on est autosuffisant en ce qui concerne la production locale? En réalité, l'autosuffisance est un concept un peu plus complexe qu'on ne peut l'imaginer. Oui. La Côte d'Ivoire est par exemple premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire exporte plus de la moitié de son cacao vers l'étranger. La Côte d'Ivoire est, je crois, premier producteur mondial de cajou. Je ne sais plus quel est un producteur mondial d'huile de palme. Mais nous importons également des produits qui sont issus de la transformation de ces produits dans lesquels nous sommes premiers producteurs mondiaux. Ça, c'est une chose. Nous importons du blé pour faire le pain. Et ceux chez qui nous importons le blé, ils importent du cacao à partir de la Côte d'Ivoire pour faire leur chocolat. Et donc, ce sont des échanges. Nous pouvons être autosuffisants dans les produits que nous savons, dans les cultures que nous savons produire le plus. Et puis celles dans lesquelles nous n'avons pas de spécialisation, alors nous importons. Mais nous ne devons pas être en train d'importer tout ce dont nous avons besoin pour nous alimenter. Il faut bien que nous consommions une partie de ce que nous produisons et que nous importions ce que nous n'arrivons pas à produire. C'est ce qu'on appelle donc les avantages comparatifs. Alors dites-nous, qu'est-ce qui est fait pour améliorer la production locale? La production locale, il y a beaucoup d'initiatives gouvernementales. Le ministère de l'Agriculture, qui gère donc le programme national d'investissement agricole, regorge de structures d'appui pour l'ensemble des filières agricoles. Il y a des structures d'appui et de gestion pour les filières des cultures de rente et il y en a aussi pour les cultures vivrières. Il y a des appuis qui sont faits pour apporter de la semence améliorée aux filières vivrières, pour encadrer les femmes commerçantes vivriers et aussi les producteurs vivriers, de sorte à soutenir un certain niveau de production des cultures vivrières. C'est la même chose, il y a des aménagements de périmètres rizicoles dans la plupart des régions du pays pour améliorer justement le niveau de production du riz. Je dois dire que la Côte d'Ivoire a doublé sa production de riz depuis les 10 dernières années. Le pays n'en est pas encore à l'autosuffisance en riz, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a aussi beaucoup de niveaux, il y a beaucoup d'initiatives de transformation, de blanchiment, d'empaquetage de ces riz-là, de sorte à les rendre aussi intéressants que les riz importés, pour les rendre facilement cuisinables également. Pour les cultures vivrières, je vais dire pour les légumes par exemple, ce sont des produits qui sont très périssables et donc qui viennent à maturité à une période tous ensemble partout sur le territoire national. Et il y a encore beaucoup de défis. Il faut pouvoir transformer ces produits de sorte à ce qu'à toute période de l'année, quand on en a besoin, on puisse les avoir
pas forcément sous la forme dans laquelle ils viennent du champ. Les aubergines, par exemple, on peut faire des pâtes, on peut faire des sirops, on peut faire des concentrés qui peuvent être commercialisés donc sous certaines formes et qu'on peut acheter quand on en a besoin sur les marchés ou bien dans des structures spécialisées. Donc, on peut considérer que nous produisons assez pour la consommation locale, notamment pour les vivriers. Je pense qu'on peut dire qu'on produit assez pour la consommation locale, mais comme j'ai déjà dit, aucune agriculture ne peut produire l'ensemble des denrées dont la population a besoin. Il y a toujours des denrées que nous allons importer. L'oignon, par exemple, la Côte d'Ivoire importera encore sur une longue période l'oignon parce que voilà, du Niger, du Burkina et puis de l'Europe parce que la production d'oignons de Côte d'Ivoire est marginale. Par contre, si nous arrivons à bien organiser l'encadrement, sinon l'appui conseil autour des légumes et de certaines cultures vivrières, et si nous arrivons à contrôler la sortie de ces produits, nous pouvons assurer une certaine autosuffisance alimentaire de ces produits à l'intérieur des frontières ivoiriennes. Vous n'êtes pas sans ignorer que à nos frontières passent beaucoup de nos produits, l'igname, la banane, le riz, le maïs, qui passent pour aller vers les pays de l'Interland. Souvent, ce n'est pas forcément des circuits qui sont officiels. Et il faut qu'on puisse contrôler et puis organiser la sortie de ces produits de sorte à ce que le consommateur ivoirien soit d'abord servi. Alors, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin pour le consommer local, je voudrais dire au commun des Ivoiriens qu'il faut consommer local. Il faut promouvoir la transformation et la consommation au niveau local, au niveau des zones de production, parce que c'est à travers cette action que nous allons permettre aux agriculteurs ivoiriens d'avoir de meilleurs revenus. C'est à travers notre consommé local que nous allons permettre à ces agriculteurs de réinvestir dans leurs exploitations pour avoir une meilleure productivité et donc nous donner plus de produits sur nos marchés. Si on a plus de produits sur nos marchés, on pourra maîtriser les prix et donc la question de la vie chère sera résolue en partie. Je vous remercie, monsieur docteur Bema Coulibaly. Je le rappelle, vous êtes docteur ingénieur en agroéconomie. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci. Alors, après l'entretien avec monsieur Bema, je vous avais promis de venir dans l'environnement très naturel du marché. J'avais vraiment envie et besoin de savoir s'il y a vraiment le choix en ce qui concerne les produits locaux, mais surtout avoir une idée précise de leur origine, en fait. Donc, je suis devant une dame devant son étalage. Madame, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez beaucoup de produits, les couleurs sont belles, mais je me demande d'où ça vient. Alors, quand je prends par exemple le persil, il vient d'où? Le persil aussi vient de Boaké. Le persil vient de Boaké. Avec les choux. Et les choux et la carotte, ça vient d'où? Boaké. Boaké. Oui, oui. Ah ah. Et les concombres? Les concombres, ils viennent de Bongouanou. Ah, les concombres viennent de Bongouanou. Ah, et mes poivrons? Boaké. Boaké. Les légumes là, ils viennent de Boaké. D'accord. Même celui-ci. Alors. Vient de Boaké. Ah oui. Ça, c'est les courgettes, hein? Oui. Ça vient d'où? De Boaké. Boaké. On réalise que Boaké est une zone, il y a beaucoup de production à Boaké. Alors, et ma tomate? La tomate aussi vient de Boaké. Ça vient de Boaké aussi. Donc vous vous approvisionnez essentiellement de Boaké. De Boaké. Mais il y a quelle autre provenance ici? Quand je vois ici, le sambon par exemple. Le sambon, lui, vient de Korogo. Je peux voir, hein? Oui. Voilà le piment sambon. Et puis ça supporte bien le voyage. Oui, oui. On met dans les sacs, dans les cartons, et puis ça arrive en bon état. Ça sent bon vraiment. Bon, c'est pour Boaké. Alors lui vient de Korogo. Oui. Alors et le gombo que j'ai là-bas? Le gombo, lui, vient de Tia Salé. Tia Salé? Oui. C'est ce qu'on appelle le gombo. Attendez, je dépose mon fameux carnet là ici. Voilà. Alors lui vient de... Le gombo de Tia Salé. Tia Salé. Oui. L'haricot vert, l'haricot vert, lui, vient du Burkina. Il vient du Burkina? Oui. Je vous le disais, les pays de l'UEMOA, il y a des échanges qui se font entre les différents pays de l'UEMOA. Le Burkina en fait partie. L'haricot vient du Burkina. Oui, oui, il vient du Burkina. D'accord. En tout cas, madame, merci beaucoup. De rien. On voulait savoir les produits
que l'on vend ici en Côte d'Ivoire d'un peu partout, et puis ceux qui viennent des pays de l'UEMOA également. Merci encore. Beaucoup. Voilà, nos produits sont très frais. Oui, mais c'est ce que je vois. Constatez, c'est très Regardez frais. ça, comment c'est magnifique. Bien frais. Non, c'est très frais. D'accord, madame, merci, madame, au revoir. Alors, je l'annonçais, on va aller voir les fruits. Je vois de l'ananas, je vois de la banane, de l'orange. Bonsoir, madame. Bonsoir madame. Alors, je viens vous rejoindre. Je suis venue voir votre magnifique étalage. Je vois de l'orange, la banane, la papaye, la pamplemousse. Beaucoup de choix. Les ananas. Alors, dites-moi, ça vient de quand je vois vos magnifiques oranges, ça vient d'où? Nos magnifiques oranges nous viennent de Zionoula, Zionoula. Zionoula. le centre-ouest du pays. Et les pamplemousses ici? Tout maudit. Pamplemousse Les pamplemousses viennent de Tout maudit. Ah, mais c'est super. Alors, je suis très contente d'avoir été là et je suis avec Madame Irié. Et il y a quelque chose que je réalise. C'est que consommer local, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choix qui nous viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire, mais il y a surtout beaucoup de bénéfices pour nous consommateurs à consommer local, d'avoir le prix. Ça veut dire que les prix sont abordables. Ça vient de partout, il y a le choix. Les prix sont abordables. En plus, la qualité, les produits sont frais. Et puis, ils sont bons. Merci beaucoup, Madame Irié. Madame, Monsieur, moi, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on a dit, on réalise que consommer local n'est même plus un luxe. Consommer local est une nécessité, celle de soutenir l'économie locale. Mille merci d'avoir été là et je vous dis bonsoir.